et bienvenue à la dernière conférence d'économie de l'Université Permanente. Donc ce soir, on va finir donc, ce thème annuel sur les crises économiques. On a décrit donc, la vision des crises des néoclassiques, on est revenu sur l'analyse marxiste des crises économiques. On a vu les contre-tendances qui pouvaient justement s'opérer à la baisse tendancielle de profit. On a vu enfin donc, la crise de l'euro, un thème très actuel lors de la dernière conférence d'économie. Et on va finir ce thème annuel aujourd'hui avec la thématique suivante. Est-ce que la crise actuelle est une crise financière ou, de manière plus large, une crise systémique? Donc je vais laisser la parole à Denis Durand, qui est ancien directeur adjoint à la Banque de France, syndicaliste à la CGT. Je lui laisse la parole. Bonne conférence. Merci, bonjour. Alors, dernière conférence, et je peux être considéré un peu comme une conférence de conclusion, hein, et avec peut-être l'effort pour ouvrir des perspectives. C'est ce dont on était convenu quand on a essayé de définir le programme de l'année. Et alors, ce qui est le plus facile à faire dans cette conférence, c'est le titre. C'est de répondre à la question. Puisque la réponse à la question crise financière ou crise systémique, c'est les deux, bien sûr. Et pour une raison très précise, c'est que la finance, dans le capitalisme, c'est systémique. Donc je vais revenir. Alors je vous propose de revenir sur ce point-là, qui est absolument fondamental, dans une première partie, et puis ensuite d'illustrer un peu ce point avec des sujets d'actualité. Il y aurait une troisième partie dans laquelle on pourrait s'interroger sur la possibilité d'un autre type de régulation que celle qui est caractéristique du capitalisme. Et la quatrième partie serait un énoncé rapide de quelques éléments du chemin qui nous permettrait de passer de l'état de choses existant à un état de choses dans lequel on aurait un autre type de régulation, qui ne serait plus une régulation capitaliste. Voilà le programme que je vous propose pour ce soir, en rajoutant que je vais essayer de ne pas être trop long pour qu'on puisse avoir le temps de peut-être laisser le maximum de temps à la discussion pour cette dernière séance. Donc voilà le plan que je vous propose, que vous ne pouvez pas voir à l'écran, mais que je vous rappelle, hein, premièrement, la dimension systémique des questions financières, de l'argent, du système de crédit dans le régime, dans le mode de production capitaliste. Deuxième point, quelques exemples de la façon dont ce rôle systémique se manifeste dans des questions très actuelles de la vie économique et politique. Troisièmement, quelles seraient les conditions d'un dépassement de cette régulation par la recherche du taux de profit maximum qui est caractéristique du capitalisme, sous la domination de la finance. Et enfin, si on conçoit un autre type de régulation, est-ce qu'il y a un chemin pour y parvenir? Alors, première partie, la crise systémique est financière et la crise financière est systémique. Parce que une des caractéristiques fondamentales du capitalisme, c'est précisément que c'est un système qui est piloté par la finance. Le point de départ, c'est ce que Marx appelait la formule générale du capital. Une économie de marché, c'est une économie dans laquelle il y a des marchandises qui s'échangent, qu'on achète pour ce qu'on en attend, pour la valeur d'usage qu'elle possède, et l'achat se fait par l'intermédiaire de la remise d'argent, ce qu'on appelle aujourd'hui de la monnaie. Ça n'est pas forcément une économie capitaliste. Il y a eu des milliers d'années pendant lesquelles on a eu des échanges marchands sans qu'on puisse qualifier l'économie de capitaliste. Une économie marchande devient capitaliste à partir du moment où le but de l'achat et de la vente des marchandises n'est plus l'utilité des marchandises qu'on va vendre ou acheter. Elle devient capitaliste à partir du moment où le but des opérations économiques, le but des échanges sur le marché, c'est l'argent. Et donc un capitaliste, c'est un membre de la société qui a, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons, a la possibilité de disposer d'une somme d'argent, et il arrive sur le marché avec cette somme d'argent, et non pas avec des choses à vendre. Et son objectif, c'est de sortir du marché avec une autre somme d'argent, mais une somme d'argent plus grande que celle avec laquelle il est entré.
C'est ça le fondement même de ce qu'on peut appeler le capitalisme. Il faut voir que c'est vraiment très caractéristique du capitalisme, ça. C'est presque une définition du capitalisme. Parce évidemment, il y a l'exploitation, mais la question du financement, la question de l'argent, c'est le cœur du système. C'est-à-dire le système a un cœur qui est la production, bien sûr, puisque toute économie, dans la définition que j'adopte pour ça, le système économique, c'est le système par lequel des êtres humains produisent des produits utiles à partir des ressources que la nature qu'ils peuvent tirer de la nature. Ça, la production, c'est fondamental dans l'économie. Et puis après, il y a les opérations de répartition, de circulation et de consommation, qui sont très importantes aussi. Et le capitalisme, c'est un système dans lequel la production est commandée par l'argent, commandée par la finance. Si vous prenez des systèmes antérieurs, si on prend disons la définition idéalisée de l'économie féodale, des grands domaines où des seigneurs font travailler des paysans sur un territoire et prélèvent un surplus. Il y a bien une plus-value, il y a un surtravail, mais le but des seigneurs n'est pas d'augmenter la productivité de leurs paysans pour augmenter le taux de plus-value, pour rendre leur exploitation plus efficace et pour accumuler toujours plus d'argent. Ça peut faire partie, mais c'est pas la règle fondamentale, c'est pas ce qui régule la société féodale. Disons, l'intention des propriétaires féodaux, c'est éventuellement, sur le terrain économique, ça va être d'agrandir leur domaine, par des mariages, par des alliances, par des guerres, mais ça ne va pas être de rendre leur domaine plus rentable en augmentant le taux d'exploitation de leurs salariés par l'accumulation d'innovations techniques et de moyens matériels de production. Déjà à l'époque, les progrès techniques sont beaucoup moins rapides que depuis le début, depuis que le capitalisme est devenu le mode dominant de fonctionnement de l'économie. C'est pas le fond du problème, c'est pas une préoccupation aussi présente que ça l'est depuis 2 ou 3 siècles. Et puis aussi le mode de fonctionnement de la société, le mode de reproduction des richesses, donc de production, de répartition, de circulation, de consommation, n'est pas fondé sur cette recherche du taux de profit maximum. Donc, et on pourrait faire la même comparaison avec d'autres types d'organisation de l'économie qu'on a connues dans le passé et éventuellement qu'on pourrait concevoir pour le futur. Donc, d'une certaine façon, la finance, le financement de la production, c'est vraiment quelque chose qui, d'une certaine façon, définit ce que c'est que le capitalisme et qu'est-ce qu'on en fait. Alors, ça me donne l'occasion de citer une formule que j'aime bien, alors je n'arrête pas de la citer chaque fois que j'en ai l'occasion. Puisqu'on dit toujours le capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production. Ah oui, mais le féodalisme aussi, l'esclavagisme aussi. Donc, si on veut être un peu plus précis, si on parle vraiment de ce qu'on appelle le capitalisme, c'est-à-dire le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui, on peut dire que jouir de la propriété des moyens de production dans la société contemporaine, c'est exercer le pouvoir de décider à quoi on va utiliser son argent. C'est ça le pouvoir du capital. C'est qu'il part avec une somme d'argent et il a le droit de décider ce qu'il va en faire. Alors quand je dis le capital, on précisera dans un instant ce qu'il faut entendre par là et qui sont les capitalistes et d'où vient l'argent. Mais j'insiste sur ce point, ce sont des décisions. Si on précise un petit peu la formule habituelle, argent, marchandise, production, argent, marchandise, argent, donc il y a un stade déterminant, c'est le moment où le capitaliste va décider qu'est-ce qu'il va acheter avec son argent. L'homme aux écus arrive, il va lancer un cycle de production, il a une certaine somme d'argent, $1 million, 10 milliards d'euros, il a l'intention de mettre en valeur ce capital, c'est-à-dire de l'utiliser à quelque chose, à un emploi qui va lui permettre de rapporter plus d'argent à l'issue du processus, et là il choisit. Parce que c'est lui qui possède les moyens de production, c'est lui qui possède l'argent. Donc il a le pouvoir de dire, cet argent-là, je vais m'en servir. Alors à quoi peut-il s'en servir ? Alors nous, on aimerait qu'il s'en serve, par exemple, à produire des richesses utiles, en respectant des critères écologiques, et donc en embauchant des gens, en favorisant leur formation, en favorisant la recherche pour être de plus en plus efficace, pour économiser les ressources naturelles et les moyens de production matérielle, et pour produire ainsi de la valeur ajoutée dans des conditions qui répondent à des critères socio-écologiques et qui permettent de répondre aux besoins de la société. Ça, c'est ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Alors, ils le font quelquefois, plus ou moins bien, mais en général, ce n'est pas comme ça qu'ils raisonnent.
En général, il compare ce type d'investissement avec un autre type d'investissement, qui consisterait à acheter de la force de travail humaine, de la même façon, donc on va éventuellement embaucher, acheter l'usage de cette force de travail humaine pendant un certain temps, et avec comme contrepartie le versement d'un salaire à cette main-d'œuvre. Ça, c'est la force de travail. Et puis, elle achète des moyens de production, des bâtiments, des usines, des matières premières, de l'énergie, des services extérieurs éventuellement, qui vont constituer un capital constant. Et avec ce capital variable consacré à la force de travail et le capital constant consacré aux autres moyens de production, il va permettre l'exercice d'une opération de production. Cette production va donc transformer les marchandises qui sont entrées dans le processus de production, va leur ajouter de la valeur parce que des gens vont travailler. Cette valeur va donc être, la valeur des marchandises va être augmentée par une valeur, ce qu'on appelle en comptabilité une valeur ajoutée, et donc la valeur finale des marchandises devient supérieure à la valeur initiale de toutes les marchandises qui sont entrées dans le processus de production. Elles sont supérieures parce qu'on a travaillé, des gens ont produit de la valeur. Et le capitaliste va vendre, si tout se passe bien, les marchandises ainsi obtenues sur le marché, il va en retirer donc un chiffre d'affaires, et il va conserver une partie de ce chiffre d'affaires à titre de profit. Et ce profit est tiré de la partie de la valeur des nouvelles marchandises qui n'est pas payée aux salariés, puisque, comme on sait, on est dans un régime salariat où les salariés touchent la valeur de leur force de travail et non pas la valeur de ce qu'ils ont produit. Et donc, ce que va faire le capitaliste, c'est que quand il va choisir son investissement, il va comparer quelle est l'opération dans laquelle je vais investir qui va me rapporter le profit le plus élevé par comparaison avec l'argent que j'ai investi au départ. Et il va souvent arriver qu'on aura plus de profit si, par exemple, on choisit, plutôt que d'embaucher des gens, d'investir dans des matériels de production, des machines, des logiciels qui vont permettre d'augmenter le taux d'exploitation des travailleurs, donc augmenter le taux de plus-value, et permettre pour une même mise initiale de capital de payer moins de salaire et de retirer davantage de profit. Et en général, c'est ce que font les capitalistes. Donc ça induit un certain type de croissance de la productivité qui repose sur un effort permanent pour faire baisser le coût du travail au prix de dépenses supplémentaires sous forme de moyens de production matériels, en particulier dans l'industrie, des machines de plus en plus perfectionnées, de plus en plus nombreuses et de plus en plus chères. Voilà ce qui se passe en général dans le fonctionnement d'un régime capitaliste qui produit. Et puis il y a une troisième possibilité qui est aussi entre les mains du propriétaire capitaliste, et ça se produit aussi quelquefois, on en a parlé dans les séances précédentes, c'est que plutôt que de produire, il va s'apercevoir qu'il peut être plus intéressant d'aller pomper une partie du profit en allant placer son argent dans des titres financiers. Et ça aussi, ça arrive très souvent, et beaucoup trop souvent, par les temps qui courent. Donc, c'est ça le pouvoir du capital. Le coût du capital, c'est pas seulement que les capitalistes prennent une grande partie des richesses qui sont produites dans la société, c'est aussi qu'ils décident comment on va produire les richesses. Et ils décident la façon de produire les richesses en fonction de leur objectif de maximisation du taux de profit. C'est en ce sens que le taux de profit est considéré et peut être défini comme le régulateur de l'économie capitaliste. Dans la première séance, ou la deuxième, Constantin Lopez avait rappelé cette notion de système. Un système, ça contient une structure, en l'occurrence c'est des forces productives et des rapports de production, ça contient des opérations, en l'occurrence sont des opérations de production, de répartition, de circulation, de consommation, et ça contient une régulation, c'est-à-dire c'est ce qui fait que le système continue à fonctionner en tant que système, et c'est ce qui fait éventuellement qu'il évolue pour continuer à exister malgré les vicissitudes qu'entraînent les contradictions internes de ce système. On a consacré plusieurs séances à ce sujet-là. Et cette régulation, c'est la recherche du taux de profit. Et elle est toujours valable aujourd'hui comme elle l'était dans les premières manifestations de l'émergence d'une économie capitaliste. Alors, cette fonction centrale du taux de profit comme régulateur ne peut exister que parce qu'il y a de l'argent, parce qu'on peut faire un calcul économique, parce qu'on peut comparer des marchandises entre elles, qu'on peut comparer des projets entre eux en calculant le taux de profit attendu de chacune. Ce qui n'est pas possible de la même façon dans une économie où on n'a pas le même type de régulation. Alors maintenant, la question qui va évidemment se poser, c'est très bien d'avoir le pouvoir d'utiliser son argent, mais d'où vient l'argent ? Et on sait que
dans un régime comme celui d'aujourd'hui, il y a besoin que l'argent qui est entre les mains des capitalistes, celui sur lequel ils peuvent décider de l'usage qui va en être fait, cet argent a besoin d'être centralisé, mis à leur disposition, par ce que Marx, à son époque, appelait un système de crédit, qu'on appellerait plutôt aujourd'hui un système monétaire et financier. Donc c'est l'ensemble des canaux, des dispositions, des institutions qui font que, comme le dit Marx dans quelques endroits du Capital, il dit vous avez 10 000 $, c'est pas facile de monter une entreprise capitaliste avec ça, c'est trop petit. Par contre, si vous mettez vos 10 000 $ à la banque ou dans un fonds de pension, vous allez avoir un processus qui va centraliser cet argent et qui peut le transformer en capital, et puis qui peut commencer à le faire fonctionner comme capital. Et là, on va avoir 10 millions de dollars, 10 milliards de dollars. Donc c'est à cela que servent toutes les institutions qui sont devenues aujourd'hui extrêmement compliquées, extrêmement hypertrophiées, qui constituent le système monétaire, donc disons les banques et les banques centrales, et financiers, c'est-à-dire les marchés de titres, les marchés d'obligations, d'actions, de titres de créances négociables, de produits dérivés, les bourses, et toutes les institutions qui interviennent dessus, c'est-à-dire les fonds de placement, les juristes qui travaillent pour les institutions financières, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, et aussi, d'une certaine façon, les entreprises industrielles qui ont aussi une activité financière très intense parce qu'elles gèrent de la trésorerie, etc. C'est ça, le système monétaire et financier tel qu'il s'est développé aujourd'hui, encore dans des proportions encore bien plus grandes que celles qu'on pouvait observé en 1867 ou en 1880 quand Marx a écrit le Capital. Et c'est là-dessus que alors j'interviens, j'insiste à nouveau sur un élément sur lequel j'ai beaucoup insisté dans une ou deux conférences précédentes, c'est que cette mise à disposition d'une masse d'argent qui peut devenir du capital s'il est entre les mains de capitalistes qui décident de le faire fonctionner comme capital, elle peut prendre fondamentalement deux formes. Soit les décideurs disposent d'un capital qui est un capital préalablement accumulé, donc c'est leur profit d'hier, c'est l'argent de papa si on hérite de la boîte, ou c'est de l'argent qui est apporté par des financiers, par des spéculateurs, qui vont décider d'acheter les actions de l'entreprise ou d'acheter des obligations émises par l'entreprise. Donc c'est du capital qui existe déjà, et qui circule sur un marché de titres. Ou alors, c'est de l'argent qui est créé à partir de rien par les banques. Donc je ne reviens pas sur l'explication élémentaire du fait que les banques créent de la monnaie quand elles font du crédit, mais j'insiste sur la différence entre les deux mécanismes. Si vous avez du capital précédemment accumulé, vous n'avez qu'une idée en tête, c'est de rentabiliser. Sinon, ce n'est pas la peine de le placer. Et donc la conséquence, c'est que les marchés financiers sur lesquels ce type de capital est placé sont entièrement organisés dans une seule intention, c'est de permettre à ceux qui ont placé leur argent dans le marché de retirer le taux de profit le plus élevé possible. Et le marché permet la comparaison immédiate de tous les taux de profit qu'on peut espérer de tel ou tel placement. À chaque instant, et comme j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises ici, à chaque instant, les algorithmes, et quand je dis chaque instant, c'est des millionièmes de seconde, des milliardièmes de seconde, les algorithmes comparent la rentabilité attendue de tel ou tel placement. Et ils induisent des décisions immédiates. Si la rentabilité du placement A devient supérieure à celle du placement B, immédiatement, on vend les titres B et on achète les titres A à la place. Donc c'est une sanction immédiate dans laquelle aucune interaction autre que la rentabilité financière n'est prise en compte. C'est ça le fondement même des marchés financiers. Marx déjà explique très bien que les capitalistes ont inventé une marchandise extraordinaire, puisque sa valeur d'usage, les marchandises elles ont une valeur qui représente la quantité de travail qu'il a fallu dépenser pour les produire, et une valeur d'usage qui est ce qu'on peut en tirer, qui varie énormément d'une marchandise à l'autre. Et ils ont inventé une marchandise très très spéciale qui est le titre financier dont la valeur d'usage c'est de rapporter de l'argent. C'est génial. Et ça c'est le marché financier. Alors que dans une banque, la banque elle travaille avec l'argent de tout le monde, elle travaille avec des clients, elle ne peut pas comme ça en un milliardième de seconde mettre fin à la relation avec un client, elle a un contrat. Elle est obligée d'expliquer au minimum au client pourquoi par exemple elle décide d'arrêter de le financer.
Donc il y a une relation sociale et politique beaucoup plus complexe et beaucoup moins pure, en quelque sorte, moins purement capitaliste que la relation qui existe sur les marchés financiers. Et d'ailleurs, je dis ça parce que je relisais avant de venir un petit peu le livre 3 du Capital, et il conclut le chapitre 20, je crois, en disant, d'ailleurs, c'est ça qui fait que les personnages de l'histoire financière, comme Lass, le fameux John Law qui a essayé d'inventer les billets en France, ou d'autres comme ça, présentent ce sympathique visage à la fois d'escrocs et de prophètes. Parce qu'ils ne vivent que pour l'argent, mais en même temps, quand ils sont banquiers, ils sont obligés de penser à autre chose qu'à l'argent. Ils voient la société, ils ont une certaine... Et les banques d'aujourd'hui sont des institutions qui en réalité ont une mission de service public. Elles le remplissent très mal, c'est un de nos drames d'aujourd'hui, mais ce ne sont pas des machines de pouvoir aussi inhumaines et aussi détachées de toute responsabilité sociale que les marchés financiers. Donc ça a une conséquence politique potentiellement importante. Alors je passe sur le tableau du système financier tel qu'il est aujourd'hui, mais effectivement, là-dedans, il y a toutes sortes d'institutions, et il y a les banques. Et donc, on a connu depuis 40 ans une extraordinaire expansion des marchés de titres, mais ça n'a pas fait disparaître le rôle des banques. Le problème, c'est que les banques se sont mises à soutenir et à financer et à créer de la monnaie pour alimenter la croissance des marchés de titres. Et j'ai déjà eu l'occasion, une conférence précédente, de montrer comment, dans le bilan des banques, par exemple, il y a un graphique qui le montrait, dans le bilan des banques, la part des opérations qui finançaient les marchés financiers a démesurément grossi en comparaison de la part qui consiste à prêter aux entreprises qui créent de la richesse, aux ménages qui ont des revenus qui correspondent à une richesse créée, etc. Ou aux États ou aux collectivités publiques. Donc les banques, elles sont toujours là, mais au lieu de faire leur métier comme elles devraient le faire, elles aident la finance à se développer au détriment de l'ensemble de l'économie. Le cancer financier est alimenté par la circulation sanguine de l'économie qui est mise en circulation par les banques. Alors, on a vu que, et donc on en arrive aujourd'hui à montrer que l'économie mondiale d'aujourd'hui est supervisée, pilotée par l'activité d'une trentaine de grandes banques systémiques qui sont à la fois très actives dans l'économie et très actives sur les marchés financiers. Et sur cette trentaine de banques systémiques, il y a quatre groupes français. Il y a Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale et BPCE. Donc ça, c'est la réalité concrète du système monétaire et financier tel qu'il existe aujourd'hui. Donc je vais conclure cette première partie en rappelant que ce régime piloté par la suraccumulation de capital, aggravé par aujourd'hui par la domination des marchés financiers, il se traduit par des contradictions. L'accumulation de capital matériel pour augmenter le taux d'exploitation du travail des êtres humains finit par se traduire par plus ils vont faire de profit, plus le capital va grossir par rapport aux possibilités de plus-value qu'on peut extraire de la population. Et donc, c'est tout le sujet qui a été abordé sous plusieurs angles au cours de toute la saison, si j'ose dire, c'est qu'au bout d'un moment, cette contradiction finit par produire une suraccumulation de capital. Il y a trop de capital par rapport à la plus-value qu'on peut tirer des gens qui travaillent, et donc par rapport au profit dans lequel cette plus-value peut être transformée. Et on a vu, donc je ne reviens pas non plus sur les circonstances qui ont fait que le système, la régulation du système a été suffisamment robuste pour répondre à ces différents épisodes de suraccumulation et trouver des nouveaux modes de régulation qui ont fait évoluer le système au cours de l'histoire. Et on a montré aussi qu'aujourd'hui, le système arrivait à un point où on concevait difficilement comment il pourrait continuer à évoluer sans remettre en cause profondément sa propre régulation, c'est-à-dire sans quelqu'un devrait remettre en cause la régulation capitaliste, c'est-à-dire la recherche du taux de profit maximum. C'est une situation potentiellement révolutionnaire, mais qui aujourd'hui se traduit plutôt par une multiplication de crises et de dysfonctionnements dans l'ensemble des sphères de la société, et j'y reviendrai rapidement. Je termine juste en disant que, précisément,
une des raisons pour lesquelles il y a une telle excroissance des activités financières, c'est que précisément le capital suraccumulé, surabondant, il est fébrilement à la recherche de toutes les occasions de faire du profit. Et c'est de plus en plus difficile de faire du profit dans la production, pour des raisons fondamentales. Parce qu'on peut... Bref, je reviendrai sur ce point-là. Et donc, il essaye de le faire sur la spéculation. Mais on ne peut pas, de toute façon, tirer plus de plus-value qu'il n'y a de gens à exploiter. Et donc, la contradiction est toujours là, mais elle se traduit par une espèce de fièvre, d'enfièvrement de l'économie qui fait monter la tension financière. Et on sait qu'aujourd'hui, tous les financiers, tous les économistes tendent le dos parce qu'ils attendent le prochain krach et la prochaine crise financière, qui sera une crise systémique et encore plus systémique que celle de 2008. Voilà un bref tableau de conclusions auxquelles nous sommes arrivés au cours des conférences précédentes, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors la deuxième partie, c'est d'essayer de montrer comment, par exemple, on se heurte à cette régulation par le taux de profit dans la vie de la société. C'est-à-dire, c'est pas seulement une affaire qui se passe sur les marchés financiers ou dans les conseils d'administration des multinationales. C'est tout le monde qui est concerné. Je prends 3 exemples. La réforme des retraites de Macron, le défi écologique, le réchauffement climatique, et l'évasion fiscale. 3 sujets dans l'actualité. Je les prends parce qu'ils sont dans l'actualité. Je pourrais prendre plein d'autres sujets, mais ceux-là attirent particulièrement l'attention aujourd'hui à juste titre. Bon, les retraites. Donc on est dans la deuxième partie de l'exposé que j'envisageais de faire. On a connu ce que les démographes ont appelé une révolution démographique. Donc c'est la contrôle des naissances, maîtrise, on a moins d'enfants qu'il y en avait aujourd'hui, et puis aussi l'augmentation de l'espérance de vie au cours du XXe siècle et jusqu'à nos jours. Tout à fait considérable. Alors l'augmentation de l'espérance de vie, peut-être qu'elle s'arrête là maintenant dans les économies capitalistes, et pour des raisons qui sont liées à la crise économique et sociale et ses conséquences. Ça veut dire que l'économique retentit sur ce que j'appelle l'anthroponomique. Les systèmes sont l'économie, c'est un système qui interagit avec la nature pour la production de moyens à partir des ressources naturelles et avec ce que Marx appelait la nature humaine. La façon dont les gens naissent, s'éduquent, vivent, travaillent, aiment, font de la politique, font des poèmes, ou de la philosophie ou des conférences économiques. Donc, et tout ça, ça interagit. Ces 3 systèmes-là interagissent les uns avec les autres. Et là, on voit bien que le système économique aujourd'hui, avec le chômage, avec la précarité, avec la surexploitation, avec la dégradation de l'environnement, on a l'impression qu'il commence à entrer à mettre en péril un grand progrès de ce qui concernait la nature humaine, à savoir l'allongement de l'espérance de vie. Cela dit, on sait quand même, parce que les gens sont là, en quelque sorte, donc, sauf épidémie mondiale qui liquiderait tous les plus de 60 ans. C'est une hypothèse qui n'est pas exclue, ça peut arriver. Mais, sauf si cette hypothèse se réalise, il y aura beaucoup plus de personnes âgées dans les 50 ans à venir qu'il y en avait avant. Ça veut dire plus de retraites à payer, etc. Ça veut dire aussi des gens en moins bonne santé, parce que quand on est vieux, on a des maladies. Éventuellement, on a aussi un problème d'autonomie. Donc il faut dépenser davantage d'argent pour payer les retraites et aussi pour s'occuper des gens qui sont vieux. Et puis troisièmement, les gens, ils ne veulent pas seulement qu'on s'occupe d'eux, ils veulent vivre aussi. Après 60 ans, après 70 ans, après 80 ans et après 90 ans, suivant leur état. Mais on est dans une civilisation où on ne conçoit pas que, contrairement où ça peut être le cas au 19e ou au 20e siècle, on disait, bon, ben, tu as fini de travailler, les plus bons à rien, maintenant il faut attendre la mort, et puis il y a des hospices pour ça. On veut autre chose aujourd'hui, on veut vraiment vivre, on veut pas couper le temps de la jeunesse, de l'apprentissage, le temps de la maturité, de la production, et le temps de la retraite, comme si on presse le citron, puis après on te jette. C'est plus comme ça que les gens veulent vivre aujourd'hui. Et donc il y a une inspiration aussi à une nouvelle civilisation, un autre mode de vie, et tout ça, ça renvoie à des besoins énormes de services publics pour s'occuper des gens du 3e âge, du 4e âge. Ça renvoie à une capacité à diminuer le temps de travail tout au long de la vie pour permettre de faire des choses
autre que travailler pendant toute l'existence. Se former, mais aussi former les autres, s'occuper de son jardin, de ses petits-enfants, etc. Donc, il y a une exigence de civilisation qui monte. Et là, on devrait, si on était dans un bon système économique, ce système économique se reconfigurerait pour permettre de répondre à cette exigence. Or, ce qu'on observe depuis maintenant 25 ans, c'est que le système se reconfigure de telle façon qu'il répond de moins en moins bien à ces exigences, puisque depuis la réforme Balladur, on n'arrête pas de dégrader les droits des citoyens aux retraites. Et alors, ça commence par le privé, puis après on dit « Ah ben, le public est privilégié par rapport au privé, donc on va dégrader le public, donc on s'attaque aux cheminots, on s'attaque aux fonctionnaires, etc. » Et aujourd'hui, on arrive à la réforme Macron, qui vient, en quelque sorte, prolonger les réformes précédentes, mais sur un principe tout à fait nouveau. Bon, ça n'a pas encore été beaucoup, le débat n'a pas encore beaucoup développé ça, mais si vous voulez, le point clé de la réforme Macron, c'est en son sens, alors on appelle une réforme systémique, pas tout à fait au sens où on emploie le mot systémique dans cette conférence, mais c'est un truc qui change la logique du système. Jusqu'à présent, on avait un système dans lequel, en fonction, on savait qu'on avait cotisé un certain nombre d'années, on savait qu'à 60 ans ou à 62 ans, enfin à l'âge du départ à la retraite, on savait de quel droit on disposerait. On savait quel serait le montant de la pension pour une carrière normale. Donc 75%. Macron, c'est tout à fait autre chose. Il dit maintenant, la règle a changé. On ne part pas des prestations qui vont bénéficier aux futurs pensionnés. On part de la quantité de richesse consacrée aux retraites en proportion du PIB. Macron dit aujourd'hui, les retraites, c'est 13,8% du PIB, les dépenses de retraite. Et ma réforme, c'est pas plus de 14%, pour toujours. Et si, par hasard, le calcul de vos pensions fait que ça va dépasser 14%, alors c'est très simple. Vos pensions, elles seront mesurées non pas en droit acquis en fonction des nombres d'années de cotisation, elles seront calculées en points. Et si 25 millions de retraités multipliés par tant de points, ça fait plus de 14% du PIB, eh bien on réduit la valeur du point. Voilà le régime dans lequel Macron veut nous faire entrer. C'est ça. Hein ? Donc, c'est un système qui a pour objet de limiter une part de la richesse qui n'allait pas au salaire, mais qui n'allait pas non plus au profit, qui était collectivement appropriée pour répondre à un besoin en fonction d'un principe de chacun ses capacités, à chacun selon ses besoins. Et ça, ils n'en veulent plus. Alors pourquoi ils n'en veulent plus ? C'est bizarre, parce que, après tout, entre 1960 et 1980, quand on a multiplié par 2 la part du PIB consacré aux retraites, ça a été totalement indolore. Les capitalistes ont accepté ça. Parce qu'il y avait un rapport de force, parce qu'il y avait tout ce qu'on voulait, mais le fait est qu'il y a eu une période pendant laquelle le système était capable d'absorber une certaine dose de progrès social. Mais comme il est entré en crise depuis le milieu des années 60, et qu'il s'en est aperçu assez rapidement, et que depuis les années 80, il s'est donné les moyens de répondre à cette crise en écrasant la société sous la pression des marchés financiers, et donc de faire remonter temporairement les taux de profit, eh bien le système, il n'est plus en état d'accepter, de supporter une dose de progrès social. Et le système nous dit aujourd'hui, les retraites, le progrès en matière de retraite, c'est terminé. Et non seulement c'est terminé, mais comme vous serez plus nombreux, vous en aurez moins chacun. C'est-à-dire qu'il y a une compétition, et c'est plus qu'une compétition, c'est une lutte à mort entre les besoins des êtres humains et l'exigence de rentabilité du capital. Parce que pourquoi il veut limiter la part des retraites à 14% du PIB? Parce que si ça augmentait au-dessus de 14%, ça augmenterait le coût du travail. Et si on augmente le coût du travail, ben on fait baisser la rémunération du capital. C'est intolérable. C'est totalement contraire à la régulation de l'économie par la recherche du taux de profit maximum. Et le système ne peut plus accepter des compromis sur ce terrain-là. Donc, les solutions, donc, j'en déduis donc que si on veut répondre à la réforme Macron, il faut toucher à la régulation du système. Il faut changer la gestion des entreprises.
Il faut imposer des critères de gestion dans lesquels, plutôt que de rechercher le profit maximum pour les actionnaires, on va adopter des critères de gestion qui permettront, par exemple, de développer l'emploi. Et si on a plus de gens qui travaillent, on va pouvoir créer plus de richesses et en consacrer une plus grande part aux retraites. D'où l'idée de matraquer les entreprises qui font de la croissance financière sans créer de valeur ajoutée, l'idée de moduler les cotisations sociales pour inciter les entreprises qui licencient à renoncer à licencier et au contraire à les encourager à embaucher, à former et à produire efficacement. Et puis bien sûr la suppression des exonérations sociales et fiscales qui appauvrissent les services publics et la sécurité sociale pour renforcer la satisfaction des exigences du coût du capital. Donc en un mot, il s'agit de s'attaquer à la régulation du système, c'est-à-dire on veut une part plus grosse du gâteau pour les retraites, mais on veut aussi une part plus grosse du gâteau pour l'éducation, pour les salaires, pour l'écologie, pour les transports, pour beaucoup de choses. Donc il faut beaucoup de grosses parts donc il faut que le gâteau soit plus gros. Mais si on fait un gâteau plus gros avec les recettes actuelles, il va être totalement indigeste. Et en plus, ça va être anti-écologique, donc il va nous empoisonner tout de suite. Donc on veut changer la recette du gâteau. Et ça suppose de prendre le pouvoir, de dégager le pâtissier et de prendre sa place pour décider quelle recette on va appliquer. Vous voyez ? Donc, et la finance est au cœur de cette affaire-là. Elle est systémique dans cette histoire. C'est vraiment je trouve que c'est une bonne illustration du thème de la conférence de ce soir. Alors, autre illustration, l'écologie. Je pense que là, pareil, on a vécu une révolution démographique, on est en train de vivre une révolution écologique. Donc, Paul Valéry, en 1931, écrit « Le temps du monde fini commence ». À l'époque, c'est le poète qui voit plus haut que l'horizon, on ne se rendait pas vraiment compte de ça. Aujourd'hui, tout le monde comprend. Et alors, Marx l'avait dit déjà, c'est la fameuse citation maintenant qui est devenue très populaire depuis le meeting mais le capital épuise les sources de la richesse, la nature et les êtres humains. Mais alors c'est très intéressant parce que là on touche à des intuitions profondes, des premiers pas de la pensée socialiste. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'humanité, qui d'un seul coup se retrouve collectivement confrontée à son destin. On sait que l'humanité ne survivra pas si elle n'apprend pas à gérer rationnellement sa relation avec son propre milieu naturel. Et ça, c'est un problème qui concerne toute l'humanité. C'est vraiment quelque chose qui nous rapproche un peu des premiers penseurs socialistes, je trouve. Et c'est un problème politique. Parce que si nous mourrons tous asphyxiés ou grillés par le réchauffement climatique, bien sûr, il y a une cause physique, écologique, évidente. Mais c'est parce que des gens auront décidé qu'ils préfèrent des Trump auront décidé qu'ils préfèrent faire comme si ça n'existait pas, et tant pis pour les autres, moi je vais m'en sortir. Donc c'est une question profondément politique. Est-ce qu'on est capable d'organiser les relations entre 7 milliards d'êtres humains, demain 10 milliards, de telle façon que tout le monde puisse arriver à vivre correctement, et éventuellement en évitant d'en passer par une dictature sanglante, ou par des guerres, ou par des... tout ça, c'est des thèmes qui sont dans l'actualité, tout le monde a compris. Maintenant, c'est devenu des choses assez communes. Et moi, je propose une analyse économique de ça. Alors, c'est pas moi qui le dis. C'est des économistes, et dont un, donc j'aurais dû noter son nom parce que je le connais bien, mais chaque fois que j'en viens à prononcer son nom, je l'oublie. Donc excusez-moi, je le retrouverai. Un spécialiste de l'énergie qui avait très bien, qui n'est pas du tout un homme de gauche, au contraire, il est plutôt de droite, mais qui avait très bien posé le problème en disant voilà, il y a un bien commun qui en l'occurrence est le climat, mais il y a aussi la biodiversité, etc. Il y a un bien commun de toute l'humanité.